Certains matins, je me surprends encore à regarder mon appartement comme si je le voyais pour la première fois, les hauts plafonds, la lumière du soleil qui se déverse par les fenêtres orientées à l'est, la légère odeur de cèdre des échantillons de travail que je ramène de l'atelier. Ce n'est pas extravagant, mais chaque mètre carré est à moi, payé par des années de lever à 4 heures du matin, de longues nuits à l'atelier et de week-ends passés à me constituer une clientèle, un meuble à la fois. Lyon peut être implacable si vous n'avez pas un endroit qui vous semble être une forteresse. C'est le cas du mien. Mon appartement est calme, sûr et exactement comme je le veux. Pas de mari avec qui faire des compromis, pas de belle famille qui débarque à l'improviste, personne pour réorganiser mes tiroirs de cuisine. Juste moi, mes outils, et la satisfaction de savoir que j'y suis arrivé sans dépendre de personne. À quelques pâtés de maison se trouve mon appartement en location. Thierry et Félicité Moreau y ont emménagé il y a 3 ans et sont le genre de locataires dont rêvent les propriétaires. Le loyer est payé à temps chaque mois. Ils déneigent leur propre allée en hiver. Et à Noël dernier, ils ont déposé une boîte de biscuits juste pour nous remercier. Je n'ai jamais eu la moindre raison de m'inquiéter pour eux. C'est étrange de penser à la façon dont je suis devenue si indépendante. Quand nous étions enfants, mon frère, Corentin, était le centre du monde de mes parents. Le Golden Boy. Celui qui recevait de nouveaux vélos chaque année, celui dont il se vantait lors des barbecues familiaux, celui qu'il tirait d'affaire chaque fois que ses grandes opportunités s'effondraient. J'étais l'enfant autosuffisante, celle qui n'avait besoin de rien parce que j'avais appris très tôt que demander ne changeait pas grand-chose. Cette leçon est devenue une habitude, et l'habitude est devenue un mode de vie. L'université grâce à des bourses, une entreprise bâtie de toutes pièces, une cote de crédit impeccable, parce que personne d'autre n'allait me sauver si je trébuchais. Ce n'est pas que j'en ai du ressentiment, plus maintenant. C'est juste que ça a toujours été comme ça. Désormais, j'avais fait la paix avec ça. Corentin pouvait avoir l'attention, j'avais la stabilité. Nos chemins ne se croisaient que pour les fêtes obligatoires, et cela me convenait parfaitement. Mes parents avaient leurs favoris, et j'avais ma vie, à l'abri de leur sauvetage constant et de leurs drames sans fin. Ou du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à l'appel téléphonique qui m'a fait réaliser que ma vie tranquille, soigneusement construite, était sur le point d'être mise à l'épreuve. C'était un mardi après-midi quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de ma mère. Laurence n'appelait jamais en pleine journée, sauf si c'était important, alors j'ai mis de côté mon bloc de ponçage et j'ai répondu. « Camille, comment ça t'est-elle, la voix vive, ton père et moi avons une nouvelle des plus excitantes. Nous avons vendu la maison d'Aix. » J'ai cligné des yeux. « Vous avez vendu la maison ? Après 30 ans ? » Oui. Et tu ne le croiras jamais. Nous avons obtenu 450 000 €. N'est-ce pas merveilleux ? J'étais à mi-chemin de lui dire que c'était une décision intelligente quand elle a continué sans tenir compte de moi. Nous avons tout donné à Corentin. C'est son cadeau de mariage. Il a trouvé un magnifique Pentouse en centre-ville, et ce sera le début parfait pour sa nouvelle vie avec Solène. Les mots sont restés en suspens pendant une seconde, mon cerveau essayant de faire le calcul. Vous lui avez tout donné ? Bien sûr, dit-elle d'un ton léger, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et comme nous ne vivrons plus à Aix, nous allons emménager dans ton appartement en location. Tu peux dire à Thierry et Félicité qu'ils devront déménager d'ici la fin du mois prochain. Ce n'était pas une question. C'était une annonce. Non, dis-je sèchement. Je n'expulse pas mes locataires. Ils n'ont rien fait de mal et ils ont un bail légal. Je peux vous aider à trouver un endroit. Sa voix se durcit. Camille, nous sommes tes parents. C'est ce que la famille fait l'un pour l'autre. Avant que je puisse répondre, la voix de mon père s'est fait entendre au téléphone, profonde et tranchante. Nous t'avons élevé. Nous ne pensions pas devoir te rappeler ce que tu nous dois. Je regardais par la fenêtre de l'atelier, le bourdonnement silencieux de la ville soudainement lointain. Je ne vous dois pas mon gagne-pain, dis-je. Et cette conversation est terminée. J'ai raccroché, sachant très bien que ce ne serait pas la dernière fois que j'en entendrais parler. Ce soir-là, j'ai retrouvé Raphaël pour un café au café du coin, près de l'atelier. Elle a écouté en silence pendant que j'exposais l'appel avec mes parents, sa bouche se crispant de cette manière qu'elle a quand elle retient son jugement. Ils ne vont pas laisser tomber, dit-elle finalement. S'ils ont déjà décidé qu'ils ont droit à ton appartement, le premier nom n'est que l'échauffement.
J'ai essayé d'ignorer ses propos, mais ces mots se sont logés quelque part au fond de moi. Raphaël me connaissait depuis l'université. Elle avait vu comment mes parents fonctionnaient, à quelle vitesse ils pouvaient transformer une demande polie en une pression incessante. 3 jours plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Le nom de Laurence. J'ai failli ne pas décrocher, mais je me suis dit qu'il valait mieux l'écouter une fois que l'éviter pour toujours. Camille, commença-t-elle, son ton doux et presque suppliant, j'ai réfléchi à notre situation. Ton père et moi vieillissons. Nous ne serons pas toujours capables de prendre soin de nous-mêmes. N'est-ce pas une bénédiction pour tout le monde si nous sommes dans un endroit que tu possèdes déjà? Tu pourrais garder un œil sur nous. T'assurer que nous sommes en sécurité. J'ai laissé le silence s'étirer, mais elle a insisté. Ce n'est pas comme si Thierry et Félicité étaient là depuis toujours. Les locataires vont et viennent. Tu pourrais simplement leur dire qu'il est temps de partir. Ce sont des affaires. Rien de personnel. Pendant une demi-seconde, j'ai senti l'attrait de la solution de facilité, mettre fin au bail, éviter la dispute, préserver la paix familiale. Mais ensuite, j'ai imaginé Thierry et Félicité transportant des cartons sur le trottoir en plein hiver, perdant leur maison parce que mes parents ne pouvaient pas faire face aux conséquences de leur propre choix. Je ne les expulse pas, dis-je fermement. Si vous avez besoin d'aide pour trouver un autre endroit, je vous aiderai, mais l'appartement n'est pas une option. Son soupir fut lourd et théâtral. Je pensais que tu comprendrais ce que signifie la famille. Quand l'appel s'est terminé, j'ai posé mon téléphone face contre l'établi, sachant que ce n'était que le début de quelque chose de plus grand. Il était un peu plus de midi quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Thierry. J'ai répondu, m'attendant à une question sur le garage ou un problème d'entretien. Sa voix était tendue, urgente. Camille, tu dois venir ici. Il y a 2 personnes âgées à la porte avec des valises, qui disent qu'elles sont propriétaires de l'appartement. Elles martèlent la porte en nous criant de partir. Mon estomac se noie. N'ouvrez pas la porte. J'arrive. J'ai attrapé mes clés, verrouillant à peine l'atelier avant de courir à la voiture. Le trajet m'a semblé 2 fois plus long, chaque feu rouge une insulte personnelle. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était peut-être un malentendu, qu'ils étaient peut-être confus. Mais au fond de moi, je savais déjà. Quand je suis arrivé, ils étaient là, Laurence et Gérard, debout sur le petit porche, 2 valises surdimensionnées à côté d'eux, des sacs de course en bandoulière comme s'ils venaient d'arriver de vacances. Ma mère frappait la porte avec le côté de son poing, sa voix portant jusqu'au bout de la rue. Gérard se tenait à côté d'elle, la posture raide, la mâchoire serrée comme un propriétaire prêt à percevoir un loyer en retard. Maman? Papa? Qu'est-ce que c'est? Le visage de Laurence s'illumina comme si elle attendait mon arrivée. Dieu merci, tu es là. Ces gens ne veulent pas nous laisser entrer. Dis-leur qu'ils doivent partir. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. Vous n'habitez pas ici. Thierry et Félicité sont mes locataires. Ils ont un bail légal. Vous devez partir. Gérard s'avança, son ton sec. Nous sommes dans un hôtel pour séjour prolongé depuis 2 semaines, à attendre que tu fasses ce qu'il faut. Notre départ est aujourd'hui. Nous emménageons. Ça n'arrivera pas, dis-je. Vous avez vendu votre maison, donné l'argent, et c'était votre choix. C'est ma propriété, et vous violez mon domicile. La voix de Laurence s'éleva, assez fort pour que les voisins jettent un coup d'œil par leurs fenêtres. Nous avons tout sacrifié pour toi, et c'est ainsi que tu nous remercies. Je n'ai pas bronché. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Gérard tira sur la poignée d'une valise, marmonnant entre ses dents alors qu'ils passaient tous les 2 devant moi en trombe pour se diriger vers leur voiture. Je suis resté là, à les regarder s'éloigner, sachant que c'était loin d'être la fin. Le lendemain matin de l'incident sur le porche, mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'aie fini ma première tasse de café. Au début, j'ai pensé que c'était pour le travail, peut-être un fournisseur avec une livraison matinale, mais un coup d'œil à l'écran m'a dit le contraire, tante Jeanne, oncle Philippe, cousine Mélissa, des noms que je n'avais pas vus dans mon journal d'appel depuis des années. J'ai laissé les premiers messages aller sur la messagerie vocale, mais ensuite les textos ont commencé à affluer. Comment as-tu pu faire ça à tes propres parents? Ils sont sans abri et tu as de la place. La famille d'abord, Camille.
Au moment où j'ai atteint l'atelier, mon téléphone était un bourdonnement constant dans ma poche. Aucun d'entre eux n'a demandé ce qui s'était passé. Pas un seul. Ils avaient clairement entendu une seule version des faits et avaient décidé que j'étais la méchante. Vers le milieu de la matinée, mon cousin Blaise a laissé un message vocal de 3 minutes complète de culpabilisation sur le respect des aînés et sur le fait que tes parents ont travaillé si dur pour toi. Il n'a pas mentionné qu'ils venaient de donner 450 000 € à Corentin ou qu'ils avaient essayé de m'intimider pour que je rompe un bail légal. À midi, j'en avais assez. J'ai fermé l'atelier pour l'après-midi, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. S'ils allaient me peindre comme la fille ingrate, ils allaient le faire avec la vérité sous les yeux. L'email a pris 2 heures à écrire. J'ai commencé par la chronologie, la vente de la maison d'Aix, la totalité du montant donné à Corentin, l'annonce d'emménagement non sollicité. J'ai inclus des captures d'écran des textos de mes parents, une copie numérisée du bail de Thierry et Félicité, et même les registres de propriété montrant quand j'ai acheté l'appartement et à quel nom il était détenu. Le dernier paragraphe était le plus satisfaisant. J'ai listé tous les parents qui avaient appelé ou envoyé un texto et j'ai écrit « Puisque vous êtes tous si préoccupés par le logement de mes parents, je suis sûr que l'un de vous sera heureux de leur fournir un endroit où rester. Veuillez répondre avec votre date d'emménagement pour que je puisse leur donner votre adresse. » J'ai cliqué sur « Envoyer » à 30 personnes et j'ai fermé mon ordinateur portable. Le silence est venu presque instantanément. La discussion de groupe qui avait sonné toute la matinée s'est tue. Le lendemain, la moitié des appelants avaient disparu, les autres offraient de vagues excuses sur le fait de ne pas avoir de place. Pas un seul ne s'est porté volontaire pour les accueillir. Le calme était agréable, mais je savais qu'il était temporaire. Des gens comme mes parents ne lâchent pas prise, ils se regroupent. C'est Raphaël qui m'a apporté les premières nouvelles. Nous déjeunions dans un petit bistrot près de l'atelier quand elle s'est penchée sur la table. « Tu n'as pas entendu ça de moi » dit-elle en baissant la voix, « mais l'affaire du Pantouse de Corentin est en train de capoter. » J'ai haussé un sourcil. « Déjà ?» Elle a hoché la tête. La banque demande une vérification des revenus, des déclarations de revenus, une preuve de travail stable, tu sais, les trucs de base. Apparemment, il n'a rien à leur montrer. Une vague lente et sans surprise m'a envahi. « Et la compte ?»« Perdu, dit-elle. L'argent de tes parents est chez le vendeur, non remboursable. » J'ai remué mon thé glacé, pensant à la rapidité avec laquelle près d'un demi-million d'euros s'était évaporé. Personne n'allait récupérer cet argent. 2 semaines plus tard, une autre rumeur a circulé, cette fois d'une connaissance mutuelle de Solène, leur somptueux mariage en centre-ville, celui dont elle se vantait sur les réseaux sociaux depuis des mois, était officiellement annulé. Le lieu avait annulé parce que le paiement n'avait pas été effectué à la date limite. Pas de paiement, pas de salle de bal, pas de bar ouvert. Le nouveau plan était une cérémonie dans le jardin des parents de Solène. Je n'ai pas pris la peine d'imaginer la scène. Je pouvais déjà entendre les jugements chuchotés des invités à qui on avait promis des fontaines de champagne et des vues sur la ville, tandis que leur image parfaite s'effondrait. J'ai gardé ma concentration sur quelque chose de tangible. Un petit local commercial à quelques pâtés de maison de mon atelier actuel était dans mon viseur depuis des mois. Le propriétaire était pressé de vendre, et après quelques négociations discrètes, j'ai signé les papiers et obtenu les clés. L'agrandissement me donnerait plus d'espace pour de plus grandes commandes et pour le stockage, une croissance que j'avais gagnée sans l'aide ni les manipulations de personne. Je n'en ai pas parlé. Je ne l'ai pas annoncé à la famille. C'était à moi, construit et payé par mon propre travail. Si Corentin et mes parents voulaient vivre dans le chaos qu'ils avaient créé, c'était leur choix. Mais le propre du désespoir, c'est qu'il ne s'estompe pas quand l'argent vient à manquer, il s'aiguise. Et j'avais le sentiment que le prochain coup, quel qu'il soit, atterrirait de nouveau à ma porte. 8 mois se sont écoulés sans un mot de mes parents. Pas d'appel, pas de texto, pas d'apparition soudaine. J'ai commencé à penser qu'ils avaient peut-être enfin accepté la limite que j'avais tracée. Cette illusion a pris fin un samedi matin. Je sirotais un café à ma table de cuisine lorsque la sonnette connectée a retenti sur l'écran de mon téléphone. Laurence se tenait sur le porche, tenant un bouquet de lys, Gérard à ses côtés avec un sac d'épicerie. Tous deux étaient habillés comme s'ils assistaient à un déjeuner d'église. « Camille » appela ma mère, sa voix trop douce. « Nous avons apporté des provisions pour te faire ce rôti que tu aimais tant » ajouta Gérard. Nous avons beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé.
Nous voulons parler, arranger les choses. Je n'ai pas bougé de ma chaise. 8 mois de silence n'avaient pas effacé le souvenir de martelant la porte de mon locataire ou ralliant la famille contre moi. Les accessoires et les tons polis ne changeaient rien à ce qu'ils avaient fait. Pendant 10 minutes, ils se sont relayés pour parler à la caméra, alternant entre contrition et douce culpabilité. Lorsqu'il est devenu clair que je ne viendrais pas à la porte, la voix de Laurence a vacillé. « Camille, ne sois pas puérile. Laisse-nous entrer pour que nous puissions parler face à face. » J'ai composé le numéro de police pour les appels non urgents. Lorsque l'agent est arrivé, j'ai expliqué l'historique, y compris l'intrusion antérieure dans la propriété locative. Il s'est tourné vers mes parents et a dit « Elle vous a demandé de ne pas venir ici. Cela doit être respecté. » Laurence serra les fleurs plus fort, les larmes lui montant aux yeux. Gérard marmonna quelque chose sur la loyauté familiale alors qu'ils retournaient à leur voiture. L'agent m'a tendu sa carte. Si cela se reproduit, envisagez de demander une ordonnance d'éloignement. Vous avez un dossier solide. Le lundi après-midi, la procédure était en cours. Une semaine plus tard, un juge a accordé l'ordonnance, 200 mètres entre nous à tout moment. Pas d'appel, pas de visite. C'était le premier vrai souffle de soulagement que je prenais depuis des mois. Mais je savais que les gens qui ignorent les limites s'arrêtent rarement à la première ligne tracée. L'appel est arrivé un mercredi après-midi alors que je ponçais une table à manger sur mesure. Le numéro était local mais inconnu. « Est-ce bien Camille Dubois ?» a demandé un homme. « J'appelle au sujet de l'opportunité d'investissement que votre frère a mentionné le mois dernier. » J'ai posé la ponceuse. « Mon frère ? » ? « Oui, Corentin. Il a dit que vous dirigiez une entreprise immobilière ensemble. Il m'a montré des photos de vos propriétés et a dit que vous cherchiez des investisseurs privés. » Une vague froide et électrique me traversa. Qu'est-ce qu'il vous a dit, exactement ? Au cours des minutes suivantes, l'homme, Daniel, a expliqué que Corentin l'avait approché lors d'un événement de réseautage, prétendant qu'ils étaient partenaires dans un portefeuille immobilier rentable. Il avait montré des photos de mon appartement, de l'appartement en location, et même du nouvel espace d'atelier, les présentant comme des actifs partagés. Daniel avait déjà versé 4 500 € en guise d'acompte de bonne foi pour un investissement plus important. « Daniel, je n'ai pas de partenaire commercial, dis-je. Corentin ne possède aucune partie de mes propriétés. Il vous a menti. » Il y eut une longue pause. Donc, je me suis fait arnaquer. « Oui, dis-je. Et vous n'êtes pas le seul dont nous devons nous inquiéter. » Après avoir raccroché, j'ai appelé le service de police et j'ai été mis en relation avec l'inspecteur Caron. J'ai exposé la situation, l'usurpation d'identité, les photos, l'argent que Daniel avait payé. « C'est du vol d'identité et de la fraude », a déclaré Caron. Pas seulement un conflit familial. S'il fait ça à une personne, il le fait probablement à d'autres. Documenter tout, nom, capture d'écran, registre de propriété. Nous en aurons besoin. J'ai passé le reste de la journée à rassembler toutes les preuves que je pouvais trouver, à parcourir les réseaux sociaux et les sites de réseautage professionnel. Le soir, j'avais déjà découvert 2 profils où Corentin se présentait comme copropriétaire de mon entreprise. Ce n'était pas seulement de la négligence, c'était calculé, et ça n'allait pas s'arrêter si je ne l'arrêtais pas. Daniel a accepté d'aider à préparer le terrain. Il a envoyé un texto à Corentin, disant qu'il était prêt à aller de l'avant avec l'investissement complet et qu'il voulait le rencontrer en personne pour finaliser les papiers. Corentin a sauté sur l'offre, suggérant un café en centre-ville. Je suis arrivé en avance et j'ai pris une place dans le coin le plus éloigné, positionné de manière à pouvoir voir la porte mais rester hors de vue. 10 minutes plus tard, Corentin est entré, vêtu d'un blazer impeccable et portant un dossier. Il a repéré Daniel, lui a serré la main et s'est assis comme s'il était chez lui. Daniel lui a demandé d'expliquer à nouveau le partenariat, jouant le rôle d'un investisseur prudent mais enthousiaste. Corentin a parlé avec aisance de nos propriétés, désignant le dossier comme s'il contenait des contrats valant des millions. C'était mon signal. Je me suis levé et j'ai traversé la pièce. C'est drôle, dis-je en me glissant sur le siège à côté de Daniel. Je ne me souviens pas d'avoir accepté un quelconque partenariat. Le visage de Corentin est devenu pâle. Camille, je peux expliquer. Je t'en prie, dis-je. Et que ce soit bon. Daniel enregistre tout ça.
Il a balbutié quelque chose à propos d'un malentendu, d'une tentative d'obtenir un financement pour notre prochaine affaire. Je l'ai interrompu. Il n'y a pas de notre. Tu utilises mon nom et mes propriétés pour arnaquer les gens. Tu vas rendre son argent à Daniel, supprimer tous les faux profils et prier pour que la police soit clémente avec toi. La mâchoire de Corentin se serra. Tu n'appellerais pas les flics pour ton propre frère. J'ai sorti mon téléphone. Regarde-moi faire. Il a commencé à protester, mais je composais déjà le numéro. J'ai dit à l'opérateur que j'avais un suspect de fraude avec moi, j'ai donné notre emplacement et j'ai attendu. Lorsque les agents sont arrivés, j'ai remis l'enregistrement de Daniel, les captures d'écran et les registres de propriété. Corentin a essayé de se justifier, mais les preuves étaient trop accablantes. Ils lui ont passé les menottes à la table et l'ont emmené devant la machine à expresso. Alors que la porte se refermait derrière eux, je savais que les retombées ne faisaient que commencer. Corentin a accepté une négociation de peine, coupable de fraude et de vol d'identité. Il a écopé de 2 ans de mise à l'épreuve et d'une ordonnance de dédommagement pour rembourser Daniel et plusieurs autres victimes que la police avait découvertes, près de 37 000 € au total. C'était la première fois de sa vie qu'il était tenu responsable de quelque chose de plus gros qu'un chèque sans provision. Solène est partie en moins d'1 mois. Ses réseaux sociaux sont devenus silencieux sur tout ce qui le concernait, et des amis m'ont dit qu'elle était retournée chez ses parents en Provence. Corentin est resté à Lyon, travaillant dans un centre d'appel, louant un petit studio dans un quartier que mes parents appelaient autrefois, trop loin de la presqu'île. Gérard et Laurence n'ont jamais reconnu ce qu'il avait fait. Pour eux, je n'avais pas protégé des innocents d'une arnaque, j'avais détruit la famille en impliquant la police. Ils ont appelé cela une trahison, omettant commodément les mois qu'ils avaient passés à essayer de prendre ma propriété et à rallier la famille contre moi. J'ai changé de numéro. Seul Raphaël et une poignée de contacts de confiance ont eu le nouveau. Le silence qui a suivi m'a semblé anormal au début, mais plus il durait, plus je réalisais l'espace qu'il libérait dans ma tête. Le travail a comblé le reste. L'atelier agrandi m'a permis de prendre plus de commandes, et les affaires ont progressé régulièrement. À la maison, j'ai commencé un autre type de projet, transformant la chambre d'amis en chambre de bébé, des grilles doux sur les murs, des étagères pour les livres d'histoire, un fauteuil à bascule près de la fenêtre. C'était le genre d'avenir que j'avais décidé de protéger à tout prix. La porte de ma famille est restée fermée. Ce qui se trouvait de l'autre côté leur appartenait, pas à moi. Et pour la première fois, cela me convenait.